C'est aux artistes de parler. Vous allez découvrir une sculpteuse, Feriel Bouabida. Ses visages expressifs racontent une partie de l'histoire des femmes maghrébines, leur réalité et puis leurs attentes. Si l'histoire se répète, elle ne se fiche pas pour autant de manière immuable. Nous pouvons, à travers les représentations de cet artiste, nous projeter en avant, dans l'avenir. L'art n'est finalement qu'une manière de vivre, car le plus important, c'est de vivre, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler, pour changer, nous allons parler d'art. D'art, il n'y a pas très longtemps, nous avons parlé de peinture. Cette fois, ce sera plutôt de sculpture. Et pour cela, nous avons, le Divan Berbère, invité une sculpteuse, encore une femme, et oui, après une peintre femme, une sculpteuse, donc, Feriel Bouabida. Bonjour. Bonjour. Azul. Azul. Ça va bien? Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous, Feriel Bouabida? On peut dire que vous êtes né en 68. Normalement, on ne donne pas l'âge des femmes, mais quand elles sont jeunes, on peut se le permettre. Pas de complexe par rapport à ça. Voilà. Alors, 68, c'est l'année de la contestation estudiantine en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors, à Béjaïa, ce n'était pas encore le printemps berbère, c'était une autre époque, 68, et dès le secondaire, Feriel pratique le dessin et la peinture sur verre. À Alger, en 87, elle part à la recherche du passé à travers l'archéologie. Elle rédige un mémoire sur l'art rupestre du Tassili des Agers, qui se trouve dans le Sahara central pour ceux qui l'ignorent. Puis nous la retrouvons, journaliste au matin, à la rubrique, bien sûr, Culture. Puis c'est l'exil vers la France en 1994. Alors sa passion est toujours là. Une passion faite de terre et de feu, donner vie à la matière inerte, façonner la glaise à l'aide de pigments, cire d'abeille, gomme acrylique et bien sûr résine, etc. Ces sculptures semblent presque vivantes. L'expression plutôt est incrustée dans ces traits pour l'infini, dans les traits de cette sculpture. De ces têtes pétries, on peut dire roulées, caressées comme on le ferait avec un nouveau-né, apparaît une figure souvent douloureuse, fiévreuse, une figure à la Camille Claudel peut-être. Pour moi, je ne verrai pas dans cette œuvre uniquement un engagement militant, une dénonciation de la condition des femmes maghrébines. Il y a plus, il s'agit d'un témoignage contemporain. C'est un moment de notre histoire, un fragment de ce temps restitué par la terre et le feu. Un poète surréaliste a dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Les têtes que Feriel nous propose, finalement, ce sont nos têtes. C'est une sorte de miroir pour que nous plongions dedans, que nous nous voyions et que nous acceptions ce présent. C'est un état de fait, qui nous plaise ou non, car il ne s'agit pas, à mon avis, de rentrer dans une polémique sociale et politique. Regardons, parlons-en de ces images, de ces photographies qui sont notre œuvre sociale. Ouvrons cette boîte de Pandore pour laisser sortir ces figures, ces silhouettes, et voyons ce qu'elles ont à nous dire. Alors, Feriel Bouabida, justement, que nous dit cette femme voilée, cette femme où il y a une sorte de révolte, une sorte de cri qui surgit? J'ai même une position parce qu'à mon avis, un artiste se doit aussi à un moment donné se positionner. Cette position, elle peut avoir une signification, c'est-à-dire que on n'est pas dans le manichéisme, ce n'est pas le mal, le bien contre le mal, que tout est blanc ou tout est noir.
C'est ça. Je pense que ce que j'ai voulu exprimer à travers cette figure de femme voilée, c'est la détermination de refuser la non-existence, malgré le voile. Je suis ici, je suis présente. Je suis une femme et je veux exister. Je refuse l'effacement, je refuse l'anéantissement. Alors vous connaissez Par-delà le bien et le mal avec Nietzsche, et avec vous on va découvrir Par-delà le voile. Alors dépassons en fait ce voile, c'est ça que vous voulez nous dire. Dépassons pour toucher au fond du problème. Je ne sais pas si on va parler là dans l'émission de la question du voile, surtout qu'il montre votre sculpture. Hein. Il a fait l'actualité il y a quelques mois en France. Personnellement, je préfère les femmes non voilées. D'ailleurs, dans mes sculptures, il y a aussi des visages de femmes, il y a des nus de femmes. Je préfère les femmes quand elles sont à l'aise dans leur corps, qu'elles sont libres. Et d'ailleurs, dans plusieurs de mes sculptures, le symbole de cette libération cette liberté des femmes, c'est les cheveux. La femme chevelue, parce que la chevelure, par excellence, est le symbole de la sensualité. Dans l'islam, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on veut la voiler. Donc moi, effectivement, je me porte à faux contre cette volonté d'enfermer les femmes, de les réduire juste à l'objet qui est leur corps, parce que finalement, on revient quelque part à la femme potiche, pour moi. La femme voilée, c'est la femme potiche, qui est en plus enfermée sans pouvoir donner son opinion ni rien du tout. Bon. Pour revenir à mon travail de sculpteur, effectivement, comme vous l'avez dit, je privilégie beaucoup la figure féminine. C'est pas parce que je ne suis pas intéressée par les figures masculines, loin de là. La première fois que je vous ai rencontré, on vous disait qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans votre œuvre. Voilà, mais c'est parce que la question de... Je me demandais d'ailleurs si c'était pas quelque chose de pudique, si vous étiez passionné par le corps masculin. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, dans mes projets d'avenir, j'irai vers justement des compositions où la figure masculine sera très présente, parce que j'ai aussi d'autres thèmes en tête. Mais je pense que la question femme est une question en Algérie et dans le monde musulman urgente. Et donc ça va de soi quand on est une femme, et même quand on ne l'est pas d'ailleurs, de parler des femmes, sculpter des figures de femmes dans un environnement où les femmes sont brimées. Pour moi, ça fait partie aussi du but de l'art, parce que l'art n'est pas juste esthétique. Je ne fais pas de l'art pour l'art. Je vis dans une société et je pense que j'ai quelque chose à dire aussi à travers cette expression artistique. Vous me rappelez une histoire qui est une histoire païenne, hein. On m'excusera d'aller oser la raconter, mais c'est l'histoire... c'est un tailleur juif qui reçoit son client, et le client vient de lui apporter un pantalon, donc il doit refaire. Et il lui donne son pantalon, il lui dit, je viens le chercher quand? L'autre lui dit, reviens dans 3 jours. Il revient dans 3 jours, et puis il dit, alors le pantalon? Ben non, il n'est pas prêt, reviens dans 3 jours. C'est pas possible, attends, je ne vais pas passer mon temps à revenir, quoi. Et ainsi de suite, et ça dure presque un mois, et au bout d'un mois, quand même, le pantalon est terminé, enfin, et il vient le chercher, et énervé, le client lui dit, mais tu te rends compte, ça fait un mois que tu prépares ce pantalon, tu as mis un mois pour le faire, c'est inadmissible, regarde, Dieu, lui, a mis 7 jours pour faire le monde. Et le tailleur le regarde, lui dit, d'accord, mais regarde le monde, et regarde ton pantalon. Alors il y en a un qui réussit et l'autre qui n'est pas parfait. Alors lequel? Bon, ça se discute. On a compris. Voilà. Oui, il y a un côté comme ça, un peu création du monde à travers la glaise, façonner un être comme nous apprend la religion, où Dieu a façonné l'être humain qui sort comme ça, et qui n'est pas parfait d'ailleurs. Hein, et Félag aussi nous fait beaucoup rire avec ce morceau de glaise que le bon Dieu essaie d'appliquer au nez des Berbères pour... il ne sait pas quoi en faire, il lui reste un gros morceau de glaise, il ne sait pas quoi en faire, et dès qu'il voit les Berbères se promener par là, il le prend, il le jette en pleine figure, et l'autre il a un très gros nez, quoi. Bon, voilà, donc on est dans la... Voilà, c'est ce qu'on peut faire de la terre, entre autres.
Effectivement, il y a ce côté démiurge dans la terre que j'aime beaucoup. Je pense que c'était pas un choix anodin, le fait d'avoir choisi la terre, parce qu'à un moment donné, en allant vers la sculpture, j'ai pensé à la taille, c'est-à-dire la taille de la pierre, même si ça peut paraître un peu étrange pour une femme de faire la terre, parce que c'est un travail quand même assez physique. D'œuvres peut-être plus audacieuses encore que les autres, nu couché, un corps lascif, langoureux, comme un prélude à l'amour, c'est la femme amante, mais aussi mère, avec ce ventre rond de parturiente, donc presque de femme enceinte. Peut-être. Ce n'est pas d'ailleurs ni vulgaire, ni pornographique. Au contraire, c'est un retour à la pureté originelle, avant tout, avant peut-être l'homme. Voilà. Donc dans ce nu couché, on a des formes abondantes, des formes remplies, pleines de vie, pleines d'une autre vie, pleines de promesses. Et en même temps, il y a une espèce d'abandon, sans pudeur, d'abandon lascif, comme on pourrait le faire dans une cour, dans des gynécées, peut-être à certaines époques. Ah oui, je vous vois venir. Voilà, on sent ça. Mais alors, évidemment, j'ai bien compris que vous n'êtes pas du tout dans cette position-là. Non, c'est pas l'œil des orientalistes Voilà. sur les odalisques, pas du tout. J'ai bien compris ça. Et donc, oui, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est une sculpture assez belle qui donne des espèces de plis comme ça, de profondeur. Une espèce on est attiré, on se pose des questions sur cette femme. Que fait-elle? Pourquoi est-elle là? Est-ce qu'elle va accoucher? Pas du tout? Est-ce que c'est simplement elle est pleine de vie, et comme ces femmes un peu grasses qu'on peut connaître chez nous, ou pas, ou c'est simplement un fantasme? Enfin, moi, je dirais, pour le nu féminin, c'est la Vénus de Milo. Je dirais pas jusque-là, parce que je trouve que... Elle a ses bras, la vôtre, quand même. Oui, c'est un peu... je crois que si on revient à l'histoire, j'y reviens encore, peut-être c'est une déformation parce que j'ai fait des études préhistoire, mais quand on revient à la première création artistique de l'homme, c'était avec la terre, et c'était des figurines féminines. Et il y avait justement ces femmes très rondes. C'était le culte de la nativité, le culte de... Ah, donc il y a un lien quand même avec ça. Oui, je pense. Dans votre idée, oui, c'est ça. Effectivement, je pense. Et c'est pas l'odalisque simplement, là. Donc, ce n'est pas du tout l'odalisque. C'est même pas du tout. Ce n'est pas du tout l'odalisque. Non, moi, j'ai ma propre idée là-dessus. Vous aurez droit aussi à des extraits de deux autres émissions où nous avons invité Malek Bensmaïl pour son film Aliénation, un documentaire poignant sur l'univers d'un asile psychiatrique en Algérie. Nous découvrons des femmes et des hommes d'une lucidité incroyable. Cela m'a fait penser à des textes d'Antonin Artaud, comme Aliénation et Magie noire, où il parle des traitements par électrochoc en France. Bravo, Malek Bensmaïl, pour ces moments terribles et drôles, car comme souvent dans le Maghreb, l'horreur côtoie le sublime. Alors vous avez une caméra qui est là sans être là, qui semble a priori neutre, mais en même temps elle est libératrice d'une certaine parole, celle des malades mentaux, et cette parole qui dans notre pays est en général absente. Alors cette parole, on la voit s'agiter, s'égrener comme un long poème révélateur d'un monde oublié, celui de la maladie, mais de la maladie non pas simplement de ceux qui sont présents dans cet hôpital psychiatrique, mais de la maladie de tout un peuple. Alors, ça permet de mettre à nu toutes les difficultés, tous les maux, mais aussi les espoirs, les attentes d'une société que nous pouvons dire prise en otage. Elle est prise en otage entre la folie d'un monde sans repère et sans sens, et avec un discours normatif sur des perspectives toujours encourageantes dans un avenir toujours sans date que dispensent un certain nombre de gens dans ce pays.
c'est compliqué aussi d'introduire une caméra dans une institution psychiatrique dans ce type de pays. Donc c'est pas simple. Non pas que ça soit beaucoup plus compliqué en Algérie qu'ailleurs, mais la fonction même de la psychiatrie demande à ce que la caméra ait une justesse de propos. Donc je ne pouvais pas comme ça ramener juste la caméra en disant je vais filmer tout et n'importe quoi, etc. Donc votre père vous a aidé là en fait. Mon père m'a aidé. C'est vrai que on a eu de longs entretiens et qu'au bout de ces entretiens-là, il a accepté le fait effectivement qu'il y a la possibilité d'un tournage à l'hôpital on va y revenir parce que je vais vous interroger effectivement un peu sur les conditions. Pour rester donc sur votre père, donc vous aviez là un père presque omniscient qui avait autorité sur le conscient et presque sur votre inconscient. Alors c'était un contrôle... Peut-être, pourquoi pas. Non, je plaisante. Mais cela dit, c'était peut-être la continuité peut-être d'un questionnement, et ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai, depuis quelques années, je questionne énormément la société algérienne, je questionne énormément le politique algérien, comment fonctionne la politique algérienne, comment fonctionne la société algérienne, à travers divers films, et que c'était peut-être plus intéressant d'aller voir ce qui se passait au sein d'un hôpital. Alors au départ, c'était peut-être un film qui était écrit pour être un film plus psychiatrique, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus scientifique, plus médical, et que le fait, malheureusement, que mon père nous ait quittés entre-temps, parce que le film a eu beaucoup de temps de financement, c'est-à-dire qu'on a, je crois, perdu 4 années de financement pour pouvoir élaborer un budget, etc. Et du coup, mon père a été atteint d'une maladie, et qu'il est parti. Et à ce moment-là, j'ai dû me tourner vers ses élèves, vers sa jeune équipe, et qui, effectivement, m'a accueilli bras ouverts. Mais il faut dire que je n'ai eu les autorisations de tournage que grâce à l'aura du père. C'est-à-dire que même au niveau du ministère de la Communication, qui au départ n'était pas très serein quant à donner une autorisation, cette autorisation a été donnée par le ministre de la Santé de l'époque, qui connaissait bien mon père, qui était le ministre Aberkan, le ministre de la Santé, et c'est lui seul qui effectivement, de par un peu les relations qu'il avait avec mon père, de par l'aura qu'avait mon père, a autorisé ce film-là. Voilà. Parce que la parole... en fait, le lien est plus fort que la politique. Toujours, le lien chez nous est beaucoup plus fort que la politique. Et Dieu sait que sur l'ensemble des films que j'ai fait en Algérie, pour la plupart, à 90%, n'ont jamais eu d'autorisation de tournage. Dans ce film, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui est un peu invisible et qui est toujours là et qui trône au-dessus. J'ai l'impression que de Constantine, on peut aller jusqu'à Bliza. Et cette ligne invisible, il y a l'ombre de France Fanon dans ce documentaire, dans votre manière de vous exprimer, de montrer les images, et dans cette psychiatrie algérienne qui est prise dans une espèce de nœud gordien où elle est comme tétanisée parce qu'elle n'a pas beaucoup en fait de choses à offrir, mais qu'en même temps, elle semble, de ce que l'on voit maintenant, est-ce que c'est toujours comme ça? Parce qu'il y avait comme une caméra, donc il y avait déformation de l'image, forcément. Mais quand même, il y avait une espèce d'être humain en face d'autres êtres humains. Et donc, France Fanon, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un personnage mythique. Ce Antillais qui combat les Allemands aux côtés des Français, qui ensuite débarque en Algérie pour essayer de soutenir le nationalisme algérien et pour se battre pour que l'Algérie soit indépendante. Qu'allait-il faire dans cette galère, lui, antillais? Eh bien, il allait faire qu'il croyait peut-être à la libération des peuples, à la révolution, comme la révolution française a pu la connaître. Lui qui est né dans une famille de bourgeoisie noire en 1925. Et cet esprit de la culture de résistance dont on dénonçait tout à l'heure les méfaits, cette culture de résistance, j'ai l'impression que France Fanon ne l'a pas vue évidemment de son vivant puisqu'il est mort très jeune à 36 ans d'une leucémie, mais qu'il a commencé à l'installer. C'est une résistance à l'esprit, c'est-à-dire qu'il a commencé à ouvrir la psychiatrie algérienne à des dimensions qui même étaient inconnues jusqu'en France. Et ça, c'est les prémices en fait de la psychiatrie en Algérie, si je ne me trompe pas. Totalement, c'est-à-dire que c'est non seulement les prémices, je crois que France Fanon, c'est indéniable, ça a été
l'un des fondateurs aussi de la psychiatrie. Je dirais peut-être pas le fondateur, parce que j'aime pas cette idée-là, parce que Non, je il y a pense, pas un, voilà, il n'y a jamais un fondateur, mais pour l'ensemble des secteurs. Je pense qu'il y a plusieurs courants, et chacun amène sa patte, chacun amène son savoir-faire, chacun amène son intelligence. Et ça, c'est très important. Frantz Fanon a marqué, bien entendu, de par tout ce que vous avez dit, et a ouvert effectivement tout un travail, je dirais, sur les thérapies familiales, et ça, on l'a bien vu sur Blida, et sur les thérapies traditionnelles. Bon, il s'avère que moi, j'ai tourné aussi un peu à Blida. Ces images n'ont pas été montées dans ce film pour des raisons liées simplement au dispositif narratif, et que je souhaitais finalement qu'il y ait une sorte d'identité totale liée à Constantine. Mais à Blida, j'ai tourné donc au sein du service du professeur Hidou, et donc j'ai tourné au sein du service médico-légal, je dirais de psychiatrie médico-légale. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a quand même un travail énorme qui est fait aussi en termes de post-traumatisme, en termes de tous les rapports psychiatriques qui sont faits aussi, ce que peut engendrer le rapport justice et psychiatrie en Algérie. Et Dieu sait, avec les 2 dernières décennies, que ces psychiatres ont été confrontés aussi bien à la justice. Est-ce que un membre du GIA qui massacre un village entier ou qui massacre des bébés, comment est-ce qu'on est dans la démence? Est-ce qu'on est dans le meurtre? Est-ce qu'on est dans le crime? Donc les psychiatres ont dû très vite saisir ces dossiers-là pour savoir dans quel contexte, avec la pression que l'on connaît, des juges, la pression que l'on connaît, de la gendarmerie, de la police et des services de sécurité. Et aussi des terroristes. Et des terroristes. Et voilà. Parce que certains psychiatres sont morts sous les balles. Je considérais que simplement, absolument, je considérais que simplement que déjà le film en lui-même était assez dur socialement, que je voulais absolument pas en rajouter encore une couche avec ce type de propos, et que je pense que ça vaut probablement l'objet, ça vaut le coup de remonter à un projet uniquement sur cet espace-là. Donc pour revenir sur l'idée de Frantz Fanon et de ce qui a pu se poursuivre par la suite, oui, je pense qu'aujourd'hui la psychiatrie en Algérie est une psychiatrie algérienne à part entière, c'est-à-dire que elle s'est démarquée aussi de la psychiatrie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a eu un savoir qui a été probablement appris souvent en France, parce que les 3-4 psychiatres qui ont été formés de la génération de mon père, pour la plupart ont été formés en France pendant la colonisation. Lorsqu'ils ont repris les hôpitaux, c'est clair qu'il y a eu cet esprit cartésien, tout cet esprit scientifique, etc., mais que ce n'était pas suffisant. Parce que la société algérienne propose d'autres matières, et ces autres matières sont justement le rapport à l'islam, le rapport à la tradition, le rapport à la culture. Et je sais que mon père a beaucoup œuvré dans ce contexte, c'est-à-dire que la psychiatrie est avant tout culture, et que la science arrive plus tard, puisque on passe d'abord par l'écoute, et on voit comment la société elle-même est en mouvement dans son propre contexte, dans sa propre cité. C'est avant tout une pratique culturelle. Il fallait démocratiser le rôle du psychiatre, qu'il ne fallait pas du tout être dans une psychiatrie du type occidental, c'est-à-dire très clinique, très froide, avec le rapport de la blouse, enfin il y a tout ce rapport-là, etc., de distanciation, chacun sa fonction, etc., mais qu'il fallait surtout dire, j'appartiens moi-même en tant que psychiatre à cette société. Il y a une psychiatre qui m'en parle, d'ailleurs au début, en me disant, moi j'y crois, mais dépasser une certaine pathologie, dépasser un certain degré, ça devient une pathologie, et là on se pose des questions. Elle dit pas j'y crois, elle dit ça existe puisqu'ils y croient. Non, elle peut y croire. Mais, oui, non, mais je ne sais pas si elle le formule directement. Si, elle le formule tel quel. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit en même temps, mais attention, à partir du moment où quelqu'un y croit, c'est que ça existe. Oui, ça existe. Vrai. Elle-même fait partie de cette génération de jeunes psychiatres qui, effectivement, ont baigné, faut pas, ces jeunes psychiatres qui ont baigné dans des sociétés traditionnelles, donc des familles qui elles-mêmes peuvent y croire, dans les mères ou les. Donc c'est intéressant, je trouve. Et effectivement, peut-être que sa formation en psychiatrie lui a dit, bon, dépasser peut-être un certain degré, ça devient une pathologie, et là, il faut peut-être questionner. Mais je sais que cette école-là, l'école de l'Est, a beaucoup œuvré pour que justement toutes ces thérapies puissent exister aux côtés de la psychiatrie, et que l'ensemble de ces éléments-là forment peut-être des possibilités de thérapie et de soins. Voilà. Et mon père, je sais, qu'a beaucoup travaillé avec ces psychiatres, de dire, bon, à la fin d'un soin, bon, tu suis bien tel Taleb, oui, très bien, bon, alors tu vas le voir de ma part, tu refais encore, tu voudras en refaire un petit, oui, très bien, un petit rituel, tu refais un rituel, et quand tu refinis le rituel, si ça ne va pas, si tu considères que ça ne va pas encore, n'hésite pas à me... Et donc, du coup, le patient
considèrent que finalement le psychiatre fait partie intégrante de sa société, qu'il n'y a pas du tout de scission, rupture, ouais. de rupture, et du coup se sent beaucoup plus en confiance. Et je trouve que, moi j'ai appris beaucoup dans ce film-là, je trouve que finalement il y a une véritable démocratisation finalement de la psychiatrie, puisque finalement beaucoup de malades sont accompagnés par les pères ou par les mères, alors que ce n'était pas valable il y a quelques années, parce que finalement on venait, on les jetait et on repartait par honte, parce qu'on avait honte de la maladie, on avait honte de la folie, et je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, la société a beaucoup évolué à ce niveau-là. بلانش اللي مسكر بالسماوات الارض هضرت معاه في كلكو كيسيون وجاوبني عليهم. الحلم تاعي ندير الوئام في العام كامل قبل ما نموت. إنما نحن فتنة فلا تكفر اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Il n'y a pas de souris, il n'y a rien, c'est mort, tout le monde est mort. C'est la fin d'une escoumette. Vous avez déjà des idées suicidaires ou ça a été réglé à un moment, maintenant ça revient. Pourquoi ça revient? Oui, ça va parce que j'en ai marre. Il n'y a pas un sourire de il n'y a pas les gens qui font ça. Mais après, j'ai Donc pour revenir, moi je trouve qu'effectivement c'est très intéressant le fait de tenir compte de certaines pratiques qui sont ancrées dans la culture maghrébine, comme la possession par les djinns ou l'intrusion de la foi dans le processus de guérison. D'ailleurs, en fait, de nombreux praticiens en France ont récupéré. Cela s'appelle de l'ethnopsychiatrie avec quelqu'un d'assez connu qui est Tobinatan, évidemment, et qui atteste de l'intérêt de cette pratique de guérison avec des éléments comme la transe, notamment, que l'on voit beaucoup, aussi bien d'ailleurs en France. Il faut savoir que dans la culture maghrébine, et notamment berbère, vous la retrouvez dans un certain nombre de lieux, dans des fêtes privées évidemment, hein, avec une commande que les membres de la famille, mais vous trouvez effectivement des danses de transe qui sont de véritables moyens de guérison et de travail sur soi. Et pourquoi pas travailler sur ces deux aspects, l'aspect traditionnel et l'aspect qu'on peut dire moderne, toujours avec des guillemets. Et je pense que les résultats, en tout cas moi, tout ce que j'ai vu d'un certain nombre de malades ici en France, qui vont aussi bien voir le psychiatre que l'imam ou le guérisseur, bien pratique sans état d'âme, sans difficulté, c'est des deux côtés. Hein, et je trouve que vous avez raison. Pour eux, c'est un moyen d'être rassurés